Partis d'Asie mineure quelques semaines plus tôt, les marins grecs crurent être revenus à leur point de départ. Cet amphithéâtre de collines, cette baie accueillante, protégée par 2 promontoires naturels, tout leur rappelait leur ville d'origine, Phocée. L'exploration des environs confirme les excellents présages. Il y a des sources d'eau douce, toutes proches de cette colline, où le premier campement a été établi, et où les colons, une poignée d'hommes, vont fonder une grande cité portuaire. Bienvenue. C'est le mot que le marin phocéen a tracé en grec, dans le sable, au pied de la butte. La nouvelle Phocée s'appellera Massalia. Des quartiers d'habitation sont construits sur la butte originelle. 26 siècles plus tard, en interrogeant le sol, les archéologues retrouvent des vestiges d'habitations grecques. Leurs découvertes permettent de restituer sur écran un urbanisme typiquement grec, où certaines voies correspondent encore à des rues d'aujourd'hui. Massalia s'enrichit du commerce, avec les tribus gauloises le long du Rhône et avec les autres comptoirs grecs en Méditerranée. Les produits massaliettes connaissent un vif succès. La ville est si prospère qu'elle fait construire sur le site des sanctuaires à Delphes un temple rempli d'offrandes aux dieux, protecteurs de la cité. Massalia est active, industrieuse, pacifique, civilisée, gouvernée avec mesure par des élites marchandes éclairées. On y trouve même une université où s'enseigne la plus belle langue grecque du monde antique. Massalia, la grecque, Massilia, la romaine, Marseille, la chrétienne, subit les assauts des pirates et des tribus belliqueuses qui sillonnent terre et mer, le glaive à la main. À 6 reprises au moins, la ville est ravagée, pillée, ses bâtiments incendiés, sa population meurtrie. Lors des attaques, les Marseillais accourent vers cette butte où un enclos de murailles, le château Babon, parvient parfois à les sauver. Étourdi de violence, Marseille se relève pourtant, se reconstruit toujours. La butte se couvre de moulins et d'églises. En ces temps de dureté, de faim, d'épidémie, et par-dessus tout de crainte pour le salut de l'âme après la mort, l'église, ambassade du ciel, est un refuge, et la prière, un réconfort. En quelques dizaines d'années, à quelques pas les unes des autres, surgissent la chapelle Saint-Jean, l'église Saint-Laurent, le monastère Saint-Sauveur, l'église des Accoules, et la cathédrale de la Major. L'évêque, soldat de la foi, redouté, exerce son autorité sur une partie de la ville, en partage avec le prévôt et les vicomtes de Marseille. Ces frontières, politiques et fiscales, se matérialisent par plusieurs murailles qui séparent vieille ville, ville haute et ville basse.
Une série d'événements décide de l'essor de Marseille au Moyen Âge. En Terre Sainte, les difficultés faites aux pèlerins chrétiens pour l'accès au sanctuaire déclenchent les expéditions militaires connues sous le nom de croisades. À Jérusalem, frère Gérard, un moine d'origine provençale, marque les esprits en fondant un hôpital où il soigne pauvres et malades de toute religion. En Languedoc, les ports de Saint-Gilles et Aigues-Mortes n'assurent plus seuls le départ de l'importante flotte croisée. Marseille entre en jeu et voit s'ouvrir la route de l'Orient. Son port abritera les navires, amarrés au pied de la butte Saint-Laurent, et les moines soldats de l'ordre des Hospitaliers de Jérusalem accueilleront et protégeront pèlerins et croisés. Ils contrôleront également la chaîne qui ferme l'entrée du port et en percevront les droits de passage. En quelques années, Marseille compte parmi les plus grands ports de Méditerranée. Et les Hospitaliers de Jérusalem deviennent un ordre religieux assez riche pour financer la construction d'une commanderie et d'une luxueuse résidence, le palais du commandeur. Pourquoi sommes-nous ici, dans la cathédrale de Valence, en Espagne? Pour voir un étrange trophée, rappel dramatique de l'histoire de Marseille au XVe siècle. La chaîne du port, forcée un soir de novembre 1423 par la flotte du roi d'Aragon. Bombardée de boulets lancés depuis les navires, la tour de défense de la commanderie, déjà fissurée, menace de s'effondrer. Trois jours durant, Marseille brûle. Le quartier Saint-Jean, le palais du commandeur, la vieille ville sont pillés et la population en partie massacrée. Quelle communauté a le plus longtemps vécu et travaillé sur cette colline où vous êtes en ce moment? L'une des corporations nourricières de la ville, les pêcheurs. Ici se trouvait leur village, leur cimetière, leur chapelle, leur maison des prud'hommes pêcheurs. Ici, ils ravaudaient, teignaient et étendaient leurs filets au soleil. Des siècles de départ et de retour de pêche, avec la butte comme point de repère rassurant au loin. Lorsque le roi René d'Anjou cherche à compléter le financement d'une nouvelle tour à l'entrée du port, vers qui se tourne-t-il? La confrérie des pêcheurs, qui, contre 2000 florins, somme énorme pour l'époque, obtient que son droit de pêche s'étende aux calanques de Morgiou. À chaque bateau qui entre dans le vieux port, à chaque regard qui se pose sur la tour dite du roi René, s'attache le souvenir de générations de pêcheurs du quartier Saint-Jean. Quand ils examinent une iconographie très ancienne, les historiens se posent une question. Le dessinateur est-il digne de confiance?
Est-il venu sur place? Dessine-t-il de mémoire? Ou bien recopie-t-il une image antérieure? D'un document à l'autre, les informations visuelles diffèrent de manière souvent spectaculaire. Il faut ensuite attribuer une date aux images, à l'aide d'indices, comme une tour absente dans une représentation et présente dans une autre. À la fin d'une étude attentive, on constate parfois qu'il est impossible de fonder une hypothèse de restitution. L'historien reporte alors son attention vers d'autres documents riches d'informations, comme ce recueil d'actes notariaux, le plus ancien document sur support papier en France. Le notaire Guiraud Amalric y énumérait ventes, reventes et litiges dans le quartier du Port au milieu du XIIIe siècle. Sous l'impulsion autoritaire de celui qui se proclamait le plus grand des monarques de la Terre, le royaume bascule vers l'époque moderne. Ses frontières jalonnées de places fortes aux angles aigus, ses villes médiévales percées de larges artères. Réputée trop rebelle, Marseille est profondément redessinée. Sur la rive sud, un ingénieur militaire, le chevalier de Clerville, construit le fort Saint-Nicolas. Sur la rive nord, il crée le fort Saint-Jean, qui englobe les constructions médiévales du bas de la butte. De belles murailles s'élèvent sur l'ancien substrat de Poudingue. Quelques années plus tard, M. de Vauban critique ce projet et reprend les travaux autour du fort Saint-Jean. Il décide de creuser le relief naturel de la butte au bas des remparts et d'aménager une demi-lune défensive. Les remblais ainsi dégagés serviront à rehausser le terre-plein en haut du fort, de façon à donner l'avantage de la hauteur aux défenseurs contre d'éventuels assaillants. Les batteries de canons qui arment les îles du Frioul complètent la couverture défensive de la baie. Les galères royales, leurs milliers de forçats et toute l'économie du port seront bien protégées, tant des flottes ennemies que des sursauts de la ville elle-même. Au fort Saint-Jean, ici même, la Révolution a épargné les pierres, mais elle a accablé les hommes, au temps de la terreur. Suite à plusieurs émeutes, le comité de salut public avait décrété Marseille la ville sans nom. Sans nom, mais pas sans colère. Une centaine de Jacobins emprisonnés au fort sont sortis de leurs cellules, puis égorgés ou fusillés. Quelques mois plus tôt, plusieurs membres de la famille royale, qu'on souhaitait éloigner de Paris, avaient été détenus dans la tour du roi René, puis dans les anciens appartements délabrés et insalubres du palais du commandeur. D'un fort à l'autre, au château de Vincennes, en Île-de-France, où sont conservées les archives du génie. Parmi lesquels, ces plans du fort Saint-Jean, relevés avec soin et dessinés avec talent par plusieurs générations d'ingénieurs militaires. Ces relevés méthodiques constituent une mine d'informations pour les scientifiques contemporains, lorsqu'ils cherchent à restituer en 3 dimensions cette époque de l'histoire du fort Saint-Jean.
Les volumes de chaque espace de vie, d'exercice, d'entrepôt, les dispositifs défensifs, les angles de tir, l'épaisseur des murailles, tout est mesuré et représenté. Mais au-delà des relevés, ce que ces plans permettent d'imaginer, c'est la vie quotidienne dans ce village militaire battu par les vents que fut le Fort Saint-Jean pendant plus de 2 siècles. La butte Saint-Laurent, le Fort Saint-Jean, entre dans le champ photographique d'une ville en pleine mutation. Une nouvelle major. Un pont à transborder et un second port relié au premier par un canal qui longe les remparts dans les fossés de Vauban. Le fort devient une île pour les sentinelles de l'horizon qui y résident encore. Une discipline scientifique toute jeune s'intéresse au site. Les premiers sondages archéologiques mettent au jour des résultats surprenants. Les remblais utilisés par Vauban pour rehausser le terre-plein du fort provenaient du creux de la butte. Précisément là où 2500 ans plus tôt s'était installée la première colonie grecque. Des tessons d'amphores, de vases, de coupes, produits de l'artisanat Massaliette, ont donc été déplacés en vrac sur plusieurs dizaines de mètres de hauteur par les ouvriers du roi Louis XIV. On imagine quel fut l'étonnement des pionniers de l'archéologie marseillaise, tandis qu'autour du fort grondait l'activité redoublée du plus grand port de France en ce début de XXe siècle. L'avancée alliée en Méditerranée conduit l'armée allemande à occuper Marseille. Le quartier du Vieux-Port est particulièrement meurtri. Ses habitants évacués et des rues entières dynamitées. Changement radical au Fort Saint-Jean. Le village abrite une petite garnison allemande et les anciennes salles de la commanderie servent d'entrepôt à explosifs. Un jour de l'été 44, un drame toujours inexpliqué va se produire, dont le Fort Saint-Jean garde aujourd'hui encore d'impressionnantes cicatrices. Des constructions léguées par le Moyen-Âge ou par l'époque baroque, les bâtiments du palais du commandeur, l'hôpital médiéval, les abords de la chapelle, et tant d'autres témoignages du passé vont s'effacer en un éclair, volatilisés. Recouvert de décombres et gravats, le niveau du sol dans le bas-fort s'élève de près de 2 mètres. Et la compréhension d'un site, déjà si souvent remanié au fil des siècles, redouble de difficultés pour les archéologues et les chercheurs. Pendant plus d'1 an,
des archéologues, des historiens, des architectes ont travaillé à restituer en 3 dimensions quelques états disparus du site où vous vous trouvez en ce moment même. Ils ont arpenté, exploré, numérisé la butte et ses monuments dans tous leurs recoins. On chemine et on arrive dans cette salle, dans cette casemate qui est ici. Ils ont interrogé les sources. Images, textes, plans, registres, rapports de fouilles archéologiques. Sur écran, ils ont élaboré des hypothèses et construit des maquettes virtuelles. Ainsi, ils remontent les 26 siècles d'une histoire qui se poursuit encore aujourd'hui. Grâce à ces recherches, les espaces fantômes de cette colline singulière ont retrouvé forme. Et au cours de votre visite, votre regard leur redonnera vie, en superposant les époques passées et présentes.